Merci à mes interlocuteurs d'avoir accepté de participer à cette table ronde sur le sujet santé IA avec moi. On est réunis ici pour témoigner à la fois de cas d'usage de l'intelligence artificielle dans la santé, mais aussi de ses limites et peut-être des difficultés que les uns et les autres vous avez pu rencontrer dans votre pratique de tous les jours. On va commencer par un tour de table pour discuter à la fois de se présenter et des actualités que vous avez en cours dans le domaine de la santé en lien avec l'intelligence artificielle. Peut-être je commence par Adrien. Bonjour ou bonsoir, enfin on est entre les deux là. Donc je m'appelle Adrien, je suis data scientist chez Doctolib. Donc je travaille sur la création de modèles de machine learning pour nos logiciels cliniques. Je pense qu'on connaît tous Doctolib pour la prise de rendez-vous. Donc c'est notre logiciel produit historique qu'on a lancé il y a 10 ans. Mais on travaille aussi sur plein d'autres produits qui sont à l'attention des praticiens. Notamment ce que je vais un peu développer aujourd'hui sur notre assistant de consultation, qui est un logiciel qui est utilisé depuis un peu plus d'1 an et demi par des généralistes, des spécialistes, pour, lors des consultations, automatiquement remplir le dossier patient. Et en quelques mots sur les briques qui composent ce système, donc il faut une brique de speech, donc qui va permettre vraiment de comprendre la conversation et de la retranscrire en texte. Une autre brique qui va transformer ce texte, cette conversation, en un résumé. Et une dernière partie qui va être une partie de structuration qui va permettre, à partir de ce résumé, de le transformer vers des formats très structurés qui sont dans le domaine médical, par exemple ce qu'on appelle des ontologies médicales, comme SNOMED ou ICD, qui vont permettre ensuite d'alimenter d'autres services comme la sécurisation des ordonnances, où on pourra être capable, à partir de ces infos-là, de mieux prescrire, et notamment de détecter des interactions médicamenteuses si on détecte une incompatibilité entre les antécédents médicaux et le médicament que prescrit le praticien. Et en quelques mots, c'est un logiciel qui est utilisé par plus de 1000 praticiens depuis un peu plus de lancement en octobre dernier. Et il y a eu un peu plus de 2 millions de consultations qui ont été effectuées avec cet outil. Merci. Richard Dufour, tu es avec nous aujourd'hui, tu représentes le LS2N. Je vais te laisser te présenter et nous parler un peu de ton actualité IA et santé. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Richard. Je suis enseignant-chercheur au laboratoire des sciences du numérique de Nantes à Nantes Université. Et je suis responsable de l'équipe traitement automatique du langage naturel. Et donc, dans nos travaux actuels autour de la santé, donc nous, si certains voient pas à peu près ce qu'on fait en traitement automatique du langage naturel, on travaille plutôt sur du texte. Donc, on peut travailler sur d'autres médias comme de l'oral, mais on traite principalement des documents écrits. Et donc, notre objectif, c'est de travailler sur des problématiques de recherche autour des modèles en santé. Donc on a travaillé à mettre en place différents modèles. Donc on travaille surtout au travers de collaborations et de projets financés en recherche. Donc on a notamment le projet Malade, où notre objectif est collaboratif, c'est-à-dire travailler avec le CHU de Nantes et d'autres universitaires en France comme Marseille et Avignon. Et notre objectif, c'est d'arriver à mettre dans les hôpitaux, les centres de santé, à la fois des modèles et des avancées en recherche pour permettre aux praticiens ou aux patients de profiter aussi des dernières avancées sur ces différents modèles. Et donc on a un peu cette casquette de à la fois travailler sur le côté mettre en place des modèles. Donc on a mis en place notamment un modèle génératif BioMistral, donc qui a pour objectif de traiter des données médicales. Donc on travaille sur une version française et un peu plus aboutie en ce moment. Et on a aussi d'autres projets, donc c'est toujours pareil, hein, les modèles génératifs ont pris pas mal de place, donc on pourra rediscuter des applications, parce que les modèles génératifs, bon, je pense que c'est pas une solution à tout, mais en tout cas c'est ce qui est un peu visible. Et on a aussi un autre projet, donc le projet Partage, qui est un petit peu plus gros que le projet Malade, qui est un projet BPI qui regroupe là une vingtaine de centres de santé
et les très grosses équipes de traitement automatique des langues en France. Et donc on a un objectif, juste pour terminer là-dessus, pour nous, qui est de faire des modèles ouverts. Donc on est vraiment ouvert, hein, de partir des données vraiment ouvertes et disponibles. Et pour le français, avec une idée de souveraineté et d'études derrière de ce qui est biais, problématiques liées au modèle, qu'on ne peut pas forcément faire avec des modèles un peu plus fermés. Donc Biomistral, Large Language Model francophone biomédical téléchargé plus d'1 demi-million de fois. Félicitations. Ulysse Roth avec nous aujourd'hui. Plusieurs projets aussi en cours, peut-être te présenter et quelques actualités. Alors oui, bonjour. Moi, c'est effectivement Ulysse Roth, je suis cofondateur de la société CanopyMed et nous, notre principale actualité, c'est le développement de notre logiciel d'aide à la décision à destination des cardiologues pour les aider en fait à prédire le risque de réhospitalisation et à prévenir ce risque par une recommandation pour éviter justement les hospitalisations itératives des patients insuffisants cardiaques. Et donc, contrairement à mes deux collègues, moi, je travaille sur de la donnée qui est généralement structurée, mais j'ai d'autres problématiques, et je pense qu'on y reviendra. Et après, nous, on a une approche qui est une approche de ce qu'on appelle de responsabilité populationnelle. On a pensé le logiciel comme ça dès le début. L'idée, quand on fait de la prévention et de la prévention tertiaire sur le risque de réhospitalisation, l'idée, c'est que tout le monde gagne à la fin. Que ce soit le patient qui va rester à domicile et qui va éviter les hospitalisations, que ce soit le professionnel de santé. L'idée de l'aide à la décision, c'est d'améliorer la décision, mais aussi de la rendre plus rapide, plus simple et plus intelligible, enfin plus claire pour eux. Et enfin l'hôpital aussi, parce que l'idée vraiment, c'est qu'on puisse réduire les durées de séjour et réduire le volume d'hospitalisation. On sait qu'on a un problème aujourd'hui de démographie et nous, fondamentalement, on pense que l'informatique et l'IA peut permettre, on va dire, d'essayer de passer la vague qui vient vers nous. Le tsunami du vieillissement de la population. Vieillissement de la population, mais pas que. C'est l'accroissement des maladies chroniques aussi chez des patients qui ne sont pas forcément vieux. Hein. On le voit avec une augmentation de la prévalence du diabète. On le voit avec l'augmentation de prévalence de beaucoup de cancers, beaucoup de maladies chroniques. Et on sait qu'un patient, une fois qu'il est malade chronique, c'est un consommateur de soins en puissance. Et puis pour de nombreuses années, hein, quand on regarde le diabète, c'est des consommations de soins qui sont énormes. Donc voilà. Donc l'IA peut servir à la détection du signal, évidemment. Détection du signal en prévention primaire, mais aussi en prévention secondaire et tertiaire. Comment garder une population malade en bonne santé relative, mais en bonne santé quand même. Qualité de vie. Eh bien, moi, je suis Joëlle Martin-Gauthier. Je suis chargée de coordination à Nantes Métropole du projet qui répond au nom de Station S. C'est donc un archipel de l'innovation au service de la santé globale. On a un rôle, Nantes Métropole, qui pilote ce projet en partenariat avec le CHU Nantes, Nantes Université, Atlampol Biothérapie, la CCI Nantes Saint-Nazaire, d'ouvrir la métropole aux entrepreneurs de l'innovation en santé. On fait ça avec différents hôtels d'entreprise dans lesquels vous allez retrouver toujours des loyers abordables, une offre de services dédiée. Et on va aussi soutenir l'innovation via du financement. On a différents appels, notamment le Fonds Innovation Santé Globale, dans lequel on finance des startups ou des acteurs publics qui font de l'intelligence artificielle en santé. La particularité, c'est qu'on a établi des guidelines à Nantes Métropole pour accompagner ces projets. Notamment, je vous invite à consulter la boussole de l'IA qui, sur 7 critères, nous permet d'évaluer la qualité du projet à la fois sur des enjeux éthiques et dans un cadre de confiance. Et puis finalement, la charte métropolitaine de la donnée qui va poser des engagements en matière aussi d'éthique, de confiance, de transparence, de sobriété, d'innovation et de collaboration. Donc à Nantes, vous allez retrouver un terreau fertile pour l'innovation en santé, à la fois qui a une littératie assez importante sur l'utilisation du numérique et de ses avantages pour la santé. Et puis finalement, un projet in-house porté par Nantes Métropole qui s'appelle Synops, qui a pour objet de développer une plateforme de données de santé-environnement du territoire avec un usage de ces données pour appuyer l'action publique. On pourra répondre à des questions à ce sujet si vous le souhaitez.
On va poursuivre sur le sujet du rôle de l'expert en santé et du rôle que vous avez avec ces experts. Depuis maintenant plusieurs années en radiologie, les radiologues vont utiliser l'intelligence artificielle. Donc il y a déjà une adoption de l'intelligence artificielle en santé au niveau de l'imagerie médicale. Mais vous avez choisi des chemins, peut-être des champs un peu moins tracés. Peut-être que vous aimiez la difficulté ou les défis. Mais en tout cas, en choisissant pour Richard le traitement automatique du langage naturel, Ulysse, la prédiction via des outils d'aide à la décision médicale et Adrien via des assistants. Vous avez aussi des niveaux de maturité technologique qui sont différents. Richard, on est dans la recherche fondamentale, donc c'est des niveaux de maturité technologique qu'on va classer de TRL 1 à 4. Pour toi, Ulysse, tu as effectué une investigation clinique qui te permet de passer à l'étape de réglementaire pour le marquage CE de ton dispositif médical. Donc, on va dire que c'est un TRL 5 à 6. Et puis, pour Adrien, chez Doctolib, vous êtes déjà sur le marché avec un produit. C'était au départ un produit minimum viable, TRL 7. Donc, vous oscillez entre le 7 et le 9 parce que j'imagine que dans tout développement IT, il y a des itérations. Mais le point commun que vous avez entre vous trois et qu'on retrouve sur les tables rondes précédentes, c'est comment on interagit avec l'utilisateur à tous les stades du développement. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de comment est-ce que vous avez inclus les utilisateurs finaux qui sont finalement les professionnels de santé, à quel moment et comment vous êtes vraiment parti du besoin. On peut commencer peut-être, Richard, sur ce sujet. Oui, alors je peux dire un peu quelques mots sur la manière dont nous on travaille, parce qu'en fait le traitement automatique du langage et le domaine médical sont finalement des domaines pas forcément directs, mais qui de toute façon traitent des documents. Donc la vraie particularité, comme tu l'as souligné, hein, c'est le côté plus applicatif et le côté de la donnée elle-même. Qui change parce qu'en fait finalement les approches qu'on manipule, qu'on change de domaine, qu'on aille travailler dans le domaine du droit ou d'autres choses, eh ben on a un peu les mêmes architectures, on a un peu les mêmes stratégies. Et ce qui différencie un peu les projets tels qu'on les prend et tels qu'on essaye de les faire dans le cadre de la santé, bah, c'est d'impliquer nous dans notre recherche des professionnels de santé. Et donc notamment auprès du CHU de Nantes, dans le cadre du projet Malade, on a fait un appel à manifestation d'intérêt qui était piloté par la Clinique des données et Pierre-Antoine Gouraud pour essayer d'aller chercher auprès des professionnels de santé des tâches applicatives intéressantes pour essayer d'appliquer le traitement automatique des langues. Parce que la vraie problématique, c'est de se dire qu'à un moment, ok, on a construit des modèles, on a collecté des données, quelle est la plus-value qu'on peut tirer pour des médecins? Et donc on a à ce côté comment on va pouvoir appliquer ces données-là. On a aussi un volet évaluatif sur lequel on applique les professionnels de santé parce que notre enjeu aussi derrière, quand on va appliquer des nouveaux modèles, c'est de savoir finalement est-ce que ces modèles sont pertinents par rapport à d'autres modèles. Comment on les a construits? Est-ce que ajouter des données, sélectionner des données, c'est pertinent? Ajouter de nouvelles tâches, c'est pertinent? Et cette pertinence, on peut essayer de l'évaluer automatiquement, ce qui est un peu l'approche classique en traitement des langues parce que c'est facilement réplicable. On bascule quand même de plus en plus vers, on a besoin de professionnels de santé qui vont nous dire, quand je génère des données, finalement cette génération, est-ce que c'est correct, pas correct, est-ce que au niveau des biais que peuvent véhiculer les modèles, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Et quand tu es venu les voir pour finalement leur demander de contribuer à vos projets, ils étaient plutôt favorables. Ils ne disaient pas ça c'est une activité en plus du soin, j'ai pas le temps, vas-y débrouille-toi et ça va le faire. C'est comme dans tous ces projets. Alors nous, on a un peu une chance quelque part, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche et donc on a aussi un intérêt, donc on leur explique que nous l'intérêt c'est pas de remplacer des médecins ou de faire des systèmes tout automatiques, mais c'est vraiment de les mettre à l'intérieur de la boucle et de proposer des outils qui vont leur permettre d'avancer plus vite dans des diagnostics, même si on n'est pas encore au niveau diagnostic, ou d'avancer plus vite au niveau administratif sur des tâches un peu administratives qui sont finalement facilement faisables avec des approches issues du traitement du langage. Donc c'est plutôt une histoire de gain. Et donc, globalement, sur l'appel à manifestation d'intérêt, on a eu beaucoup de réponses très positives. Donc, on n'a pas 55, pu faire, je crois. voilà. On a sélectionné
5 projets qu'on va faire dans le cadre du projet Malade, mais les attentes sont, je pense, très fortes. Et je pense qu'on est, de mon point de vue, tout le moins sur des activités de recherche, je pense qu'on a perçu l'intérêt d'avancer avec des outils main dans la main entre professionnels de santé et puis des chercheurs plutôt spécialisés en traitement du langage, plutôt que ce côté on va tout stopper parce que de toute façon les outils sont là et j'ai l'impression qu'on perçoit l'intérêt de les intégrer dans le travail au quotidien. Ulysse, vous, dans votre investigation clinique, donc c'est un peu plus normé comme processus pour impliquer les investigateurs, puisque c'est le PI, on dit le Principal Investigator, qui va recruter des centres sur une étude multicentrique. Mais l'implication du professionnel de santé est très importante pour justement fournir la documentation réglementaire pour pouvoir faire un marquage CE. Comment ça s'est passé de votre côté ? Alors nous, on a impliqué les professionnels de santé même avant les problématiques d'investigation clinique en fait. Initialement, nous, on est venu à travailler sur ces problématiques de prédiction et de prévention du risque chez ces patients insuffisants cardiaques en travaillant sur les hospices potentiellement évitables. Et en fait, en discutant avec le professeur François Rouby au CHU de Montpellier, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin important de stratification du risque chez ces patients-là, parce que les professionnels de santé en fait ont du mal en fait à cerner ce qu'est le risque de réhospitalisation, et ils ont du mal à cerner aussi quels patients ils devraient suivre ou non. Il faut savoir qu'à peu près sur une file active des patients de la patientèle à Montpellier, de mémoire, je pense que le CHU suit à peu près 20% des patients. Sauf que ce n'est pas 20% des patients qui ont besoin d'une expertise. C'est 20% des patients qui habitent autour du CHU, pour faire simple. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment on donne aux professionnels de santé un outil de stratification du risque objectif. C'est important le mot objectif parce qu'en fait, l'arbre de décision d'une stratégie thérapeutique dans le retour à domicile, c'est pas forcément si simple que ça, même pour les professionnels de santé. Pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de ressentis en fait quand ils prennent une décision clinique. Et en fait, l'idée, c'était qu'on puisse leur donner un outil de stratification du risque objectif pour que eux, qui sont professionnels de santé, qui sont experts, puissent justement prendre en charge les patients qui étaient le plus dans le besoin. Donc ça, c'était vraiment le besoin à la base. Et ensuite, à partir de là, on a co-construit en fait avec les professionnels de santé tout ce cheminement. On les a impliqués aussi dans les comparaisons la performance de notre modèle. On a comparé notre modèle par rapport à ce que leur ressenti à eux. Notre modèle est plus performant, c'est rassurant. Et voilà. Ils étaient d'accord avec le fait que le modèle était plus performant que eux. Oui, parce que c'était objectif. On a regardé sur des patients en rétrospectif ce que eux considéraient comme un risque et ce que nous considérions comme un risque. Et il s'est trouvé qu'on a vraiment une différence significative. Et le petit P donc. Le petit P, ouais. Je suis économiste et statisticien de formation, donc ça, je me permets de rigoler. Non, et ensuite, au-delà de ça, on les a effectivement inclus ensuite dans le processus d'études cliniques, mais aussi derrière, on a pour obligation de les inclure dans le processus réglementaire. Parce que dans le marquage CE, on doit faire des tests sommatifs, des tests utilisateurs pour voir si, en gros, notre logiciel n'introduit pas des risques, des biais, et si en gros quand on appuie sur un bouton vert ou quand on appuie sur un bouton rouge, ça fait pas la même chose. Mais ça parce que vous êtes en classe 2B. C'est ça. Si vous avez été en classe 1, on n'aurait pas eu ce problème-là. Voilà. Effectivement. Et donc chez Doctolib, ça se passe un peu différemment puisque c'est, sauf erreur, pas un dispositif médical, l'assistant de consultation. En effet. Ouais. Et donc l'important, c'est quand même d'impliquer les utilisateurs finaux, même s'il n'y a pas tout ce processus réglementaire. Et sur la performance que Ulysse nous mentionnait, c'est quoi donc un bon compte-rendu? C'est quoi un bon LLM francophone? Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Alors, donc, nos experts, donc les praticiens, donc, sont impliqués à la fois dans utilisateurs aussi, co-constructeurs de notre logiciel. Et typiquement sur la partie co-construction, on a eu cette question qu'on a enseignée avec eux, c'est quoi un bon résumé? Qu'est-ce que vous voulez à la fin, concrètement? Que ce soit sur le fond, sur la forme. Donc pour ça, on a impliqué dès le départ, avant même qu'on fasse les premiers développements,
des praticiens qui sont intégrés dans nos équipes de développement, qui sont là au quotidien, au même titre qu'un développeur, qu'un designer, qu'un data scientist, qu'un product manager, pour répondre à toutes les questions médicales qu'on a. Et la première question qu'on a, c'est qu'est-ce qu'un bon résumé de consultation? C'est quoi un résumé de consultation? Au final, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de solution préexistante. On allait voir les sociétés savantes et en fait, personne ne s'était posé la question avant. Donc chacun a un peu il y avait pas mal d'écoles. Donc voilà, donc c'est grâce à ça qu'on a abouti un peu à la fin avec un consensus avec eux. Les praticiens aussi qu'on construise aussi en validant aussi avant qu'on puisse lancer des bêta-tests. Ils valident aussi qu'on n'a aucun risque, même si on n'est pas dispositif médical, parce qu'on ne prend aucune décision clinique, mais ils valident que justement qu'on n'en prend aucune. Donc ils font partie, ils nous red team un petit peu, enfin ils vérifient que ce qu'on produit est de qualité avant qu'on puisse le lancer en bêta-test. Et puis ensuite, les praticiens en tant qu'utilisateurs aussi sont impliqués, puisque soit indirectement via l'UI du logiciel, on leur demande des feedbacks, de noter, soit de noter des notes ou des verbatim sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Ils sont impliqués comme ça. La notation, c'est important dans l'IA générative et dans la validation des modèles. Oui, c'est important pour savoir si on va ou pas dans la bonne direction. Donc on collecte des feedbacks, ce qu'on appelle nous des feedbacks actifs. Mais on a aussi des feedbacks qui sont plutôt passifs, parce que les praticiens ils travaillent, ils n'ont pas non plus tellement de temps à nous demander pour nous écrire des feedbacks. Où par exemple, on traque le taux d'édition que font les praticiens sur les résumés qu'on génère. Et ça nous permet de savoir si on va ou pas dans la bonne direction. Donc si ça descend, on est censé... c'est un bon proxy de la qualité de ce qu'on produit. Et typiquement, on fait des logiques d'A/B testing où on met 2 versions à l'aveugle de notre logiciel et d'une consultation à l'autre. Le praticien aura une consultation encore générée par la version A du modèle et la consultation suivante par la version B du modèle. Et ça nous permet de comparer, en comparant les taux d'édition, on peut savoir, au-delà des évaluations qu'on peut faire nous en amont, de valider que les innovations qu'on pousse sont bien meilleures au quotidien pour les utilisateurs. Merci. On va maintenant parler de sujets qui fâchent dans le numérique en santé, pas que IA ou pas IA, c'est l'accès à la donnée de santé. On va parler de qualité des données, de la quantité des données et de la sensibilité des données. Vous l'avez dit déjà, des données d'entrée qui sont différentes. On a de la voix, on a du texte, on a de la donnée structurée. Donc avec des façons différentes de gérer ces données. On va poursuivre avec toi, Adrien. On pourrait penser que l'assistant de consultation, il est tout à fait simple, en fait, qui fait juste retranscrire la voix. Sauf que comment est-ce qu'on passe d'un échange entre un patient et un médecin qui discutent autour de problèmes de santé à un compte-rendu qui soit exhaustif, utile pour le confrère, mais à la fois compréhensible pour le patient. Finalement, comment est-ce qu'on passe de « docteur, j'ai mal aux fesses » à « douleur pudendale » ? Alors, on a plein sur le marché, il y a en open source ou même payant, il y a beaucoup de logiciels, d'outils, de frameworks qui sont mis à disposition. Donc, on peut très rapidement avoir des résultats, je dirais, satisfaisants qui marchent dans 90-95% des cas. Et nous, notre enjeu et challenge, c'est de faire que ça marche dans 99,9% des cas. Donc ça, c'est le challenge. Et pour vous donner une idée, le médical, enfin la langue médicale, ça a la même taille de grandeur que le langage français. Donc c'est un domaine qui rend l'impression quand dans une conversation médicale, c'est du français avec quelques jargons en plus, mais non, c'est quasiment une langue à part entière. Et pour arriver à ce résultat-là, il faut que nos différentes briques fonctionnent. Donc notre brique de retranscription qui va bien détecter qu'on parle bien de fesses dans ce cas-là. Notre brique de résumé qu'il faut qu'il fasse bien la reformulation. Et donc typiquement sur la première partie, sur la partie speech, on a entraîné notre IA spécifiquement à reconnaître bien les mots médicaux. Donc on a créé des corpus d'entraînement qui contiennent
on a mixé du synthétique, mais aussi des données pseudonymisées qui contiennent en forte quantité ces mots médicaux. Notamment, on a eu des challenges autour des médicaments où les médicaments, c'est pas du tout des mots du langage courant, et les modèles génératifs de vocaux ont toujours tendance à mapper aux mots qui sonnent pareil, les plus courants. Et donc, quand on est dans le cas de médicaments, bah, c'est embêtant, parce que c'est des mots rares qui peuvent sonner comme des mots courants. Donc, on a fait des entraînements particuliers pour qu'ils fonctionnent bien sur ces médicaments. Et sur la partie résumé, donc une fois qu'on a bien détecté le mot, être capable de le reformuler pour que ce soit quelque chose de présentable et utilisable pour un praticien, on a décomposé le problème en plusieurs sous-problèmes. Parce qu'on avait fait l'essai, on avait demandé un gros LLM très puissant de tout nous faire, à la fois de faire le résumé, la reformulation, de passer d'un langage familier à un langage médical. Bah, ça marchait bien dans 90% des cas. On n'est pas à 99 là. Et on n'est pas à 99, donc ça c'était l'enjeu. Et ça pouvait poser des problématiques, parce que des fois ils pouvaient surinterpréter et par exemple transformer des symptômes en maladies. Donc c'était pas forcément les hallucinations. Ils partaient pas de rien. Okay. Ils partaient de quelque chose de plausible. Mais par exemple, médicalement, considérer qu'un mal de tête c'est une céphalée, c'est une décision médicale. Donc ça, c'était problématique dans nos cas d'usage. Donc on a spécialisé notre modèle. Donc on a fait un modèle qui était vraiment très factuel, qui essayait de transformer toute la conversation qui peut durer plusieurs dizaines de milliers de tokens en des bullet points très factuels, sourcés. Ensuite, une deuxième passe avec un modèle plus léger, plus spécifique, qui se concentre uniquement sur, non pas le fond, mais vraiment la forme, pour reformuler et agréger certains éléments. Mais voilà, donc on a décomposé ce sous-problème en plusieurs sous-problèmes et en spécialisant pour résoudre étape par étape cette tâche. Rempli d'astuces, ces informations. Merci, Adrien. Richard, sur la qualité, on pense à tort peut-être que si on injecte des données de qualité, forcément les résultats vont être de meilleure qualité. Même chose sur la quantité, on pourrait penser que plus il y a de données, plus le modèle sera performant. Mais en santé, est-ce qu'il y a de la place à la frugalité? Et vu l'enjeu sur l'accès à la donnée de santé, est-ce qu'on a besoin d'absorber toutes les données de santé de tous les hôpitaux français pour construire un modèle qui fonctionne bien? Alors, je vais faire une réponse sans réponse déjà là-dessus, parce que on ne sait pas exactement quelle est vraiment la limite sur laquelle on doit aller. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu en tout cas qui existe avec la donnée de santé, c'est qu'elle est difficilement accessible, voire inaccessible à plusieurs égards pour construire des modèles. Donc on a un accès privilégié par exemple avec la clinique des données, nous, dans le cadre de nos travaux de recherche, ce sont des données même pseudonymisées ou anonymisées ou ce qu'on veut, qui ne sortiront jamais de la clinique des données actuellement, parce qu'il y a des vrais risques associés à ça et on n'est pas capable d'avoir des outils qui vérifient à 100% cette anonymisation. Donc nous, Est-ce que le CHU a des GPU ? Et donc l'autre problématique étant que on n'a pas accès directement à ces données et en plus on n'a pas les ressources matérielles nécessaires pour entraîner des modèles. Donc on a, souvenir, il y a à peu près 80 millions de documents de stockés qui de toute façon ne peuvent pas être exploités directement avec des approches qui sont gourmandes en ressources matérielles. Donc il faut aussi penser des approches moins gourmandes, plus frugales. C'est aussi tout l'enjeu, nous, d'aller vérifier est-ce que nos modèles plus frugaux peuvent être utilisés dans un cadre applicatif réel et qui fonctionne suffisamment. Donc nous, on est encore loin aussi des 99,99% quand on les applique sur des tâches, notamment les modèles les plus frugaux. Et on a un autre enjeu, nous, sur l'accès à la donnée. Donc cet accès, alors on sait quand même que plus on va lui mettre des données de qualité, et plus les modèles vont quand même avoir tendance à être meilleurs. Et pour pallier un petit peu ce côté données privées, on a un enjeu assez particulier qui est dans quelle mesure on est capable de créer des données synthétiques qui ressemblent à des données privées, donc non diffusables, mais qui peuvent être diffusées, réutilisées dans les grands modèles et sur lesquels on sait
si on n'a pas la donnée, en fait, on a du mal finalement à évaluer les modèles eux-mêmes. Parce que la donnée synthétique serait... Donc, la donnée synthétique, by design, elle n'est pas forcément anonyme, mais la donnée synthétique peut être générée pour qu'elle soit anonyme au sens de la CNIL et donc hors RGPD. Tout à fait. C'est à peu près l'idée. Et on a aussi, même sans générer des données, nous, notre objectif, c'est de vérifier est-ce que si on utilise des données totalement ouvertes, finalement, on arrive à avoir des mêmes performances que d'utiliser des données cliniques privées. C'était un peu l'un des enjeux des premiers travaux de Dr Bert quand on a construit le modèle. Nous, c'était de savoir est-ce que finalement, on est capable de reproduire avec des données ouvertes des choses qu'on pourrait avoir, mais qu'avec des données privées. Dr Bert qui a utilisé une très belle start-up nantaise précurseur dans la génération de données synthétiques, Octopies. Ulysse, on l'a dit, tu travailles avec des données structurées. Donc, tu as peut-être plus de facilité que tes deux collègues à générer de la donnée qui se rapproche de l'anonymisation. Toujours est-il, tu utilises la donnée pseudonymisée pour entraîner tes modèles. Est-ce que lorsqu'on entraîne des algorithmes avec des données de santé qui sont pseudonymisées, c'est-à-dire qui ne contiennent pas d'identifiant direct, nom, prénom, numéro de sécu, date de naissance, il y a un risque quand même qu'on puisse réidentifier la personne déjà avec les données si on y a accès, et est-ce qu'à partir d'un modèle, on peut revenir à la donnée d'entraînement ? Alors, c'est une très bonne question. Il se trouve qu'avant de monter ma boîte, je travaillais à la Caisse nationale d'assurance maladie, et donc j'accédais aux données du SNDS. Et oui, en fait, on peut réidentifier potentiellement des patients à partir de données, si tant est qu'elles soient pseudonymes. C'est pourquoi, même quand on travaille sur des données pseudonymes, on n'a pas le droit de croiser certaines données. On n'a pas le droit de croiser des données comme, par exemple, l'âge de naissance, la date de naissance, avec, par exemple, une date précise de consultation et dans un lieu précis. Par exemple, si on sait que moi je suis né le 27 septembre 1993 et que j'ai été consulté tel jour tel médecin, et ben en fait le médecin pourrait me retrouver potentiellement. Donc en fait on n'a pas le droit, il y a quatre données, quatre variables qu'on n'a pas le droit de croiser, que ce soit en fait dans le cadre de l'utilisation des données dans un hôpital, mais aussi des données de l'assurance maladie. Donc ça, vraiment, c'est... voilà, on a des formations, tout le monde n'accède pas à toutes les données comme ça, et le temps d'accès aux données est très long. Nous, on a entraîné une partie de notre modèle sur des données nationales. Il faut savoir que ces données de l'assurance maladie, ça prend entre 18 et 24 mois pour accéder à de la donnée. Donc on accède à de la donnée qui est déjà potentiellement un peu vieille, mais on n'a pas le choix. Et c'est un process qui est long, il faut qu'on démontre l'intérêt public de notre traitement de la donnée, et il faut prouver aussi que les gens qui vont traiter la donnée sont formés pour le faire et sont compétents pour le faire. Donc c'est pas si simple, c'est pas moi demain matin j'ai aucun background, aucune formation, je demande les données de l'assurance maladie, j'entraîne un modèle, ça tourne bien. Ça marche pas ça ? Vous pouvez essayer. Mais non, ça marche pas. Et donc non, il y a un vrai enjeu. On sait que la pseudonymisation, c'est absolument pas une barrière ultime contre la réidentification potentielle des patients. Il y a des enjeux forts. Aujourd'hui, les hôpitaux quand même travaillent beaucoup sur le risque de réauthentification des patients. Par exemple, c'est très compliqué demain d'entraîner des modèles dans des hôpitaux sur des données qui sont non structurées, parce qu'il y a toujours la peur que dans un compte-rendu, on est oublié d'effacer le nom de madame, de monsieur. La voix aussi, et je pense que c'est... Oui, j'imagine que doit y avoir aussi effectivement... Ouais, c'est un très grand challenge pour nous d'annoter la donnée de voix qui contient un peu contre notre gré de la donnée sensible. Donc on a créé toute une logique de pipeline qui va transcrire, détecter les éventuelles infos personnelles, supprimer les segments qui en contiennent. Et puis aussi, on permet pas on va aussi couper en plein de petits extraits pour que les personnes qui écoutent ces extraits pour annoter puissent pas réidentifier, parce qu'ils auront juste un extrait d'une vingtaine de secondes où les informations personnelles auront été enlevées, bipées ou complètement trash, et aussi la voix aura été transformée. Donc on fait aussi des transformations au niveau de la tonalité de la voix pour qu'on puisse, parce que la voix en elle-même c'est une information personnelle identifiante, donc on change aussi les tonalités de la voix lors de la notation pour
que les personnes ne puissent pas reconnaître les personnes à Ça partir de donne leur des voix. choses réalistes ou plutôt... Ça fait un petit peu comme dans la télé ou les reportages où les gens ont des voix bizarres, ça ressemble un peu à ça. Ulysse, est-ce que tu voulais poursuivre sur ce sujet de la donnée et de sa qualité, sa quantité? Alors nous, par exemple, on a été obligé d'entraîner le modèle sur des données nationales. Parce qu'en fait, dans le cadre de l'insuffisance Données cardiaque, nationales, tu veux dire les données du ouais, SNDS, données du SNDS qui sont des données de consommation de soins en ville, et à l'hôpital. médico-économiques et à l'hôpital. On a en fait toutes les données de consommation de soins en ville et à l'hôpital qui sont relatives à la carte vitale. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'insuffisance cardiaque, il y a un gradient nord-sud. Et ça veut dire que si on avait entraîné notre modèle que au CHU de Montpellier ou de Toulouse, et ben en fait, notre modèle il n'aurait pas été performant dans le nord de la France ou dans l'Est ou en Normandie. Donc en fait, on a été obligé, dès le début, en fait, de réfléchir à ça. Et en fait, on a bien fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme hétérogénéité dans les parcours de soins, liée à la population, mais aussi liée aux professionnels de santé qui exercent dans les hôpitaux, avec des taux de réhospite qui vont du simple au double à 30 jours, en fonction des hôpitaux. Et donc, il vaut mieux vivre dans le sud ou dans le nord? Le régime méditerranéen, c'est mieux, sans vous mentir, que le régime bière frite du nord de la France. C'est pas tout le monde qui prend bière frite dans le nord de la France. Oh, il y a le pastis dans le sud. Mais les chiffres, Bon, les chiffres ne privilégient davantage un régime méditerranéen pour prévenir du diabète et de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Bon, on le saura. On va poursuivre avec toi, Ulysse, sur le sujet réglementaire, puisque aujourd'hui, tu en es en plein dedans. Hein, sur un marquage CE, ça implique donc à la fois de développer un système de management de la qualité. Tu es soumis au règlement européen sur le dispositif médical qu'on appelle dans le jargon le MDR, et bientôt le MDR qui va prendre en compte le AUAI Act à partir de dès le mois d'août 2026 pour tout DM qui serait de classe 2A et plus. Donc, on le sait, les démarches réglementaires sont différentes en Europe et outre-Atlantique. Donc, on va pas s'épandre là-dessus. Même chose sur le RGPD donc, en Europe et l'IPA du côté outre-Atlantique. Des grosses différences. Hein. Le RGPD qui, lui, prévoit le droit à l'effacement, là où l'IPA permet de conserver les données de santé sans limite de temps. On n'a toujours pas établi encore, ou peut-être que je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on fait oublier à un algorithme un apprentissage sans devoir repasser par un marquage CE si un patient s'oppose à l'utilisation de ces données alors que ces données ont servi à l'entraînement d'un modèle, mais on ne va pas rentrer dans ce loophole si vous êtes d'accord. Les fabricants qui souhaiteraient embarquer l'IA dans un dispositif médical, je lui dis, vont devoir se conformer à l'AUAI Act. Je vous rassure, déjà le MDR avant, via la norme ISO 13485 et ISO 14971, prévoyait presque tout ce qui est inclus dans le UAI Act. Donc, pas trop de changements, sauf peut-être sur la fraîcheur des données, ce que j'ai entendu, j'aime bien ce terme, c'est-à-dire la mise à jour des données d'entraînement et le collège de garantie humaine. On va demander à des producteurs, des fabricants comme toi, qui fabriquent des systèmes dits à haut risque dans la UAI Act, de régulièrement tester ton dispositif pour sa pertinence. Donc ça voudrait dire quelque part une mise à jour des données d'entraînement. Or, le MDR ne le permet pas. Il faut repasser tout le processus de marquage CE. Est-ce que, quel impact l'obsolescence des modèles peut avoir, considérant le délai du marquage CE, ça peut avoir. Et puis, est-ce que tu as, toi, décelé des signaux au niveau européen qui peut-être tendraient à dire que le MDR se mettrait à jour pour mieux suivre l'AUAI Act? Alors déjà, félicitations, parce que tu as réussi à comprendre déjà tout le cheminement réglementaire plus l'impact de l'AUAI Act. J'aimerais bien ne pas avoir à parler de ces problématiques-là, mais aujourd'hui, c'est les problématiques qui sont saillantes pour n'importe quel fabricant de dispositif médical, si tant est qu'il soit logiciel. Aujourd'hui, on est effectivement obligé de se conformer et de mettre en place un SMQ. Et ça, c'est pas du tout en fait construit initialement pour du dispositif médical numérique.
Ça veut dire que par exemple, on nous demande de montrer que notre produit est stérile. Sauf que c'est un logiciel, donc le produit ne peut pas être trop stérile. Enfin, Ouais, bah, du coup, c'est facile. c'est facile, mais ça veut dire que vraiment la logique n'est pas faite pour du logiciel. Ensuite, il y a des contraintes qui sont importantes sur le SMQ et marquage CE. Ça implique de faire communiquer des personnes qui font de la qualité et du réglementaire et les personnes qui font du dev. Donc en fait, n'importe qui ferait du dispositif médical numérique. Je conseille très très rapidement d'avoir quelqu'un qui fait de la qualité chez vous, justement pour pas se retrouver en fait avec des équipes de dev qui ont développé un logiciel et qui ensuite doivent faire le travail de conformité pour qu'il soit effectivement conforme au niveau du marquage CE. Donc le marquage CE pour nous, faut imaginer qu'on est 6 aujourd'hui, on a 2 personnes qui font de la qualité et du réglementaire chez nous à plein temps. C'est des profils de pharmaciens industriels, ils sont très très sympas nos équipes de qualité, mais c'est vrai que ça peut être vu dans la construction de l'équipe comme des gens qui vont être un peu, on va le dire poliment, qui empêchent la société de tourner en rond, parce qu'en fait ils vont venir imposer des process dans... Sans péjoration, ils tournent beaucoup en rond. Non, c'est ça. Mais effectivement, c'est des gens qui peuvent être vus comme impliqués, en mettre des process d'industrialisation dans une organisation qui était relativement artisanale au début. Et donc effectivement, ça a des impacts forts, ça a des impacts forts sur la cohésion de l'équipe, il faut le penser en amont. Et là, aujourd'hui, on va effectivement devoir travailler dans le contexte de l'IA Act, avec, en fait, on ne sait pas trop comment ça va se passer, très honnêtement. On discute avec des ON. J'ai ma réponse. Non, mais je vais te répondre sur le collège de garantie humaine quand même. Il y a quelque chose de très paradoxal, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'obtention du marquage CE pour une entreprise, ça prend entre 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, on nous demande d'avoir des données qui sont relativement fraîches pour nos modèles. Et donc en fait, si on doit se mettre en conformité entre le MDR et l'IA Act, on va devoir être dans une phase en fait d'entraînement continuel de nos modèles. Alors ça pose pas de souci quand on est une entreprise établie et qu'on a du chiffre d'affaires et que tout va bien. Mais c'est vrai que quand on est une start-up et qu'on n'a même pas fini l'entraînement du premier modèle, se dire qu'on va entraîner le deuxième, développer le logiciel, en même temps faire la qualité et le réglementaire, ça paraît un peu illusoire. Sans penser que nous, on travaille sur l'insuffisance cardiaque, mais demain, on peut travailler sur la BPCO, sur le diabète. Il nous faudra autant de marquage CE qu'on a d'indications. Et donc, il nous faudra ensuite autant de modèles d'apprentissage. En raison de l'intended use. Exactement. Et ensuite, il y a aussi cette problématique du collège de garantie humaine. Donc, il y a des startups qui bossent pas mal là-dessus en France, notamment Etikia, avec lequel on travaille beaucoup, et David Gruson. Fondé d'abord par David Gruson, qui est à la Poste Santé Autonomie aujourd'hui. Oui, c'est un Docapost, ouais, effectivement. Et en fait, leur spécialité, mais c'est vraiment en lien avec l'IA Act, c'est vraiment de mettre en place des collèges de garantie humaine, et nous, on s'inscrit vraiment là-dedans. On a déjà travaillé avec eux sur une labellisation éthique de la solution sur laquelle on travaille, parce qu'il y a aussi l'éthique derrière l'algorithme, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a vraiment des vrais enjeux éthiques qu'il faut mesurer. Et ensuite, mettre en place des collèges de garantie humaine pour en fait effectivement comprendre les biais éthiques qu'il peut y avoir dans les modèles. Par exemple, est-ce que le modèle classifie particulièrement mal une catégorie de la population ? Par exemple, des modèles qui qualifieraient mal les femmes par rapport aux hommes, on sait que ça existe. Sur le volet éthique, on va se donner rendez-vous l'an prochain sur TechReady 2026 et on va passer à la dernière question, si tu le veux bien, Élise. Pas de souci. Notamment sur notre vision pour l'avenir, quelque part, puisque aujourd'hui, vous êtes au cœur de la construction de ce que sera la santé et l'intelligence artificielle de demain. On parle beaucoup d'IA agentique depuis quelques mois, j'ai envie de dire, on en parle un peu plus, notamment sur le super artificial intelligence aussi. On peut se demander, vu les difficultés que rencontrent les fabricants de dispositifs médicaux qui embarqueraient l'intelligence artificielle, s'il n'y aura pas un shift du marché vers plutôt des solutions qui permettraient d'améliorer les conditions de travail des soignants, comme de l'automatisation de tâches administratives et peut-être un peu moins sur le diagnostic et la détection précoce et la prédiction des maladies. Est-ce que, donc, en 5 minutes à 3, vous avez des exemples d'IA agentique qui seraient utiles à nos professionnels de santé, qui pourraient donner des idées aux développeurs qui sont avec nous et qu'on pourrait voir se développer dans un futur proche ou lointain? Richard, on va commencer avec toi.
Alors oui, alors c'est un peu compliqué l'IA agentique parce que c'est, je pense, un sujet un peu difficile pour la santé, hein, tu l'avais rappelé actuellement pour plein de choses. C'est vrai que cette vraie automatisation, moi je la vois surtout dans le côté administratif, effectivement, sur la manière d'appréhender les choses, le fait de mettre des codes sur des comptes rendus médicaux, de faire des choses qui sont vraiment, je dirais, Codage PMSI. ouais, assez éloignées finalement du soin lui-même. Et parce que clairement, le reste des tâches, on est loin d'avoir des systèmes vraiment autonomes. Et juste une anecdote, et je ne prendrai pas plus de temps là-dessus, hein, la première version du modèle qu'on avait développé sur Biomistral, le modèle génératif. Donc nous, comme tout est ouvert, bah, les gens les utilisent et puis ils testent un peu des choses. Et donc il y a un des utilisateurs des premières versions qui s'était aperçu que bah, finalement, quand on lui demandait de faire du diagnostic, et bah, à chaque fois, il sortait que bah, la personne avait le Covid. Simplement parce que bah, les données collectées étaient principalement faites sur une période où il y avait des données issues du Covid, le modèle avait été réentraîné autour de ça, et donc c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui soit vraiment full autonome sur des problèmes qui vont être compliqués pour l'instant. D'où Donc, l'importance de voilà. la garantie humaine. Voilà, donc je ne connais pas l'avenir, mais en tout cas pour l'instant, je pense qu'on est encore un peu loin d'une vraie autonomie. Adrien. Alors, l'agentique, c'est très adapté quand on a des systèmes ou des raisonnements assez complexes qui évoluent, qui ont besoin d'assez itératifs. On en retrouve plein en santé, on en retrouve dans les processus de décision clinique, les diagnostics. Bon, on a vu que ça n'a pas arrivé tout de suite de faire ça via de l'AI, mais je rejoins ce qu'on disait sur tout l'aspect administratif. Je pense qu'il y a des mines de cas d'usage, et typiquement sur ne serait-ce que la prise de rendez-vous, qui est pas un processus simple. Parce que Vous en avez un en cours chez Doctolib? oui, c'est quelque chose qu'on lance en Allemagne, qu'on va bientôt aussi lancer en France, où bah, potentiellement un patient a une infinité de demandes quand il appelle son cabinet médical, et savoir prendre le bon rendez-vous en fonction du bon motif de visite, être capable de potentiellement, si on perçoit que c'est une urgence médicale, de directement le mettre en contact avec un humain ou le rediriger vers le SAMU. C'est des process qui sont assez complexes et tous les dispositifs agentiques sont plutôt bien adaptés à ces use cases-là. Merci. Ulysse? Moi, je pense aussi que en fait, l'IA agentique est très adapté aussi pour le bed management, par exemple dans les hôpitaux, tout ce qui va autour du soin. La gestion des flux La hospitaliers, gestion des parcours flux hospitaliers, patient. trouver un lit quand on est urgentiste et qu'on a des patients qui s'accumulent dans la file d'attente. Là, il y a vraiment des choses à faire qui sont effectivement un peu éloignées du soin. Dans le soin en tant que tel, il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, on est encore dans le carcan du MDR et de l'AE Act. Et donc, ce serait bien d'ouvrir un petit peu, faciliter entre guillemets la mise sur le marché de solutions comme la nôtre, parce que c'est vrai que c'est des investissements qui sont lourds et coûteux en temps, mais il y a déjà beaucoup de choses à faire autour de la prise de décision clinique qui peuvent améliorer sensiblement la qualité de vie au travail des soignants. Eh bien, je vais vous remercier, mes chers collègues, de ce moment. Et puis, on va clore cette table ronde avec vous. Merci à vous tous d'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers eux si vous avez des questions. À bientôt.